Eh bien, bonjour à tous. Alors moi, je suis ravie de vous présenter tout le programme de santé-environnement qui s'effectue dans Gazelle-et-Constance depuis ces 10 dernières années et qui a été en fait plutôt riche. Donc en fait, je vais vous présenter 3 points. Le premier, je vais vous décrire un petit peu qu'est-ce qu'on appelle santé-environnement ou santé environnementale. Ensuite, je vous décrirai, une partie a déjà été dite précédemment, mais je vais vous décrire les atouts de Gazelle-et-Constance pour mener ce genre de recherche. Et enfin, je terminerai par quelques résultats assez emblématiques de ces 10 dernières années. Donc c'est parti pour qu'est-ce que la santé-environnement? Eh bien, ce qu'on appelle santé-environnement, c'est simplement la recherche qui vise à étudier les relations ou les associations entre un certain nombre d'expositions qui ont lieu plutôt en milieu résidentiel, donc au domicile des participants, et certains événements de santé. Donc alors, en effet, dans son milieu résidentiel, on est exposé à différentes caractéristiques de l'environnement, notamment des expositions plutôt physico-chimiques, par exemple la pollution de l'air, des expositions plutôt biologiques, par exemple l'exposition à certains pollens, mais également au sens large des expositions un petit peu plus sociales ou contextuelles selon où vous vivez, par exemple l'état de privation matérielle ou sociale de votre commune. Donc en fait, ici, je ne vais vraiment pas du tout parler d'exposition dans l'environnement professionnel. Ça fait l'objet d'une présentation par Marcel sur les risques professionnels. Je tiens juste à souligner qu'en milieu résidentiel, les expositions sont généralement plus faibles qu'en milieu professionnel et les risques estimés sont souvent plus faibles. Mais comme ils concernent toute la population et tout au long de la vie, même dès in utero, eh bien, ça peut avoir des impacts en santé publique plutôt forts. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ces recherches, en particulier dans les cohortes Gazelle-et-Constance? Eh bien tout d'abord, il faut recueillir des expositions. Comme je vous ai dit, il y en a quand même énormément avec des facteurs très variés. Et donc logistiquement et financièrement, on ne peut pas mettre des capteurs à tout le monde, à 240 000 participants tout le temps, ce n'est pas possible. Donc il faut avoir une autre stratégie. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur, généralement, pour le moment en tout cas, sur des cartes ou des bases de données plus ou moins spatialisées à minimum au niveau de la commune préférentiellement. Et pour recueillir ces données, eh bien, il faut faire des collaborations, notamment avec des chercheurs de l'environnement qui ont des compétences spécifiques, à la fois pour recueillir les données et également nous aider à les interpréter lors des analyses épidémiologiques. Donc, une fois qu'on a recueilli ces expositions, qu'on les a appariées avec les adresses des participants, le but du jeu, ça va être d'estimer les relations, les associations avec les événements de santé. Donc, je ne vais pas revenir sur la foultitude des paramètres de santé qui sont mesurés dans Gazelle-et-Constance, mais en tout cas, je tenais à souligner qu'il faut également établir des collaborations, ou en tout cas s'associer avec des chercheurs compétents, avec les compétences cliniques, épidémiologiques, mais également statistiques. Et donc, je vais détailler dans les diapos suivantes, mais en tout cas, les grands atouts de Gazelle-et-Constance, au-delà du nombre de participants, bien évidemment, c'est la collecte des historiques résidentiels dans Gazelle et dans Constance, je vais le détailler plus tard, et également, comme Marie l'a souligné, quand même un bon taux de réponse, ce qui permet quand même d'avoir des réponses de qualité et beaucoup de données de santé issues de différentes sources. Donc je vais détailler maintenant les atouts de Gazelle-et-Constance, même si une partie a déjà été dite, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, tout d'abord, Gazelle-et-Constance combinent à L2 240 000 volontaires à peu près. Donc il y a énormément de paramètres de santé qui ont été collectés lors des examens de santé ou par le biais du SNDS ou par le biais par le rapport, la déclaration des participants. Et j'ai mis un certain nombre de facteurs intéressants, par exemple ici les fonctions cognitives sur lesquelles on va revenir. Donc Constance notamment a un sexe ratio plutôt équilibré de 54%, et Marie l'a déjà dit, donc il y a une bonne représentativité de tous les âges, y compris les participants les plus jeunes. Et en fait, on connaît énormément de choses sur les participants. On connaît leur niveau d'études, leur niveau de revenus. On connaît aussi certaines habitudes de vie, par exemple la consommation de tabac, d'alcool, l'activité physique et l'alimentation. Marcel détaillera ça, mais on a quand même également dans les deux cohortes des données professionnelles. Donc on connaît le type de profession, mais également certaines expositions professionnelles.
Et enfin, on n'a pas que des participants urbains, justement, on a également des participants ruraux, ce qui permet, voilà, ce qui est aussi également important parce qu'il n'y a pas que les participants urbains qui sont exposés à des facteurs d'environnement délétères ou bénéfiques et il convient de les regarder. Donc tout cela nous permet non seulement de bien caractériser les participants et donc a fortiori savoir ce qui se passe un petit peu dans la population française en général et nous permet également de faire des statistiques, enfin des analyses statistiques de bonne qualité en prenant en compte les bons paramètres et également ça nous permet de faire des études en sous-groupes qui nous permettent éventuellement d'identifier des populations plus ou moins à risque. Donc, je vous parlais du milieu résidentiel. Donc, bien évidemment, la donnée qu'il nous faut absolument, c'est d'avoir les adresses. Donc là, je ne vais pas forcément parler de Gazelle, je vais me focaliser surtout sur Constance. Donc, Marie a déjà présenté cette carte de l'inclusion d'où habitaient les volontaires à l'inclusion. On peut le faire parce que pour les 220 000 participants, on a leurs adresses, ne serait-ce que pour communiquer avec eux, leur envoyer le questionnaire, le journal, etc. Et il y a une mise à jour à chaque déménagement, ce qui nous a permis d'avoir l'autre carte que Marie vous a présentée sur les déménagements des volontaires depuis l'inclusion. Mais également, on a pu collecter l'historique résidentiel de 80 600 participants depuis leur naissance. Donc on remercie ces 80 600 participants qui nous ont confié ces données et qui les ont remplies par une appli dédiée qu'on avait développée sur Internet et que les participants ont rempli de 2020 à 2022. Et ça nous permet d'avoir cette autre carte que Marie ne vous a pas présentée, mais c'est la localisation des volontaires en 2005, donc un petit peu avant l'inclusion, dans la phase d'inclusion de Constance. Et vous pouvez voir que les participants étaient distribués pas que dans les départements où il y a les centres d'examen et de santé. Donc en vrai, plus on remonte dans le temps, plus ils sont dispersés. Donc c'est assez intéressant à constater. Et donc, une fois qu'on a ces adresses, on peut estimer l'exposition des participants à des données d'environnement. Et en fait, depuis 10 ans, il y a un véritable enrichissement de notre base de données avec des données d'environnement diverses. Donc là, je vous ai représenté symboliquement une participante de Constance. On va regarder un certain nombre d'expositions. Toutes les expositions que je vais vous lister ici font l'objet d'au moins un projet dans Constance. Donc il y a bien évidemment, pour commencer, la qualité de l'air extérieur avec un certain nombre de particules qui ont des compositions différentes dans l'espace et dans le temps, un certain nombre de gaz aussi, mais également le bâti, donc c'est tout ce qui est construction humaine, etc. Et le contre-pied de cela, ce sont les espaces verts, donc tout ce qui est parc, espace agricole, etc. Et bleu, ça va être tout ce qui est aquatique. Un certain nombre de rayonnements divers, à commencer par les radiations ionisantes, dont le radon, et je vous invite à rester pour la présentation d'Olivier Laurent à 15h10 sur son double projet, Coral Corexa, mais également les ultraviolets solaires et la lumière artificielle nocturne. On a également un projet sur la qualité de l'eau de boisson, un projet qui utilisera le bruit, les pesticides non professionnels, également la qualité de l'air intérieur. Donc ces 10 dernières années, on a surtout regardé la pollution de l'air et les espaces verts et bleus sur un certain nombre d'événements de santé, à commencer par la mortalité, le cancer, avec un petit focus sur le cancer du poumon, les fonctions cognitives et la santé respiratoire. Donc pour la santé respiratoire, je vous invite à suivre la présentation de Nicolas Roche et Rachel Nadif à 11h30 après la pause. Et pour les fonctions cognitives, la présentation de Claudine Baird à midi. Donc, quels résultats a-t-on obtenus depuis ces dernières années, donc, dans Constance ou dans Gazelle, hein? On va commencer par la mortalité. Alors, on a commencé surtout à regarder la qualité de l'air extérieur ou la pollution de l'air avec un certain nombre de particules, notamment les particules fines, donc dites PM2,5, parce qu'elles font 2,5 micromètres de diamètre aérodynamique, donc c'est éminemment plus fin qu'un cheveu, et ces particules peuvent en fait pénétrer dans les poumons assez profondément, et les parties les plus fines peuvent éventuellement atteindre la circulation sanguine. Une composante intéressante de ces particules, c'est le carbone suie qui est issu des processus de combustion incomplète, et en particulier le trafic. On s'est intéressé également à un certain nombre de métaux qu'on peut retrouver dans l'atmosphère et un certain nombre de gaz, par exemple le dioxyde d'azote, qui est un petit peu comme le carbone suie, un marqueur du trafic. Donc pour ce faire, on a soit utilisé des cartes que nous ont fournies nos partenaires, mais on a également développé des cartes d'exposition.
Donc je vous montre comme exemple le dioxyde d'azote en 1990, qui est issu de la modélisation gazellaire donc par la Fédération Atmo et Santé publique France, qu'on remercie beaucoup et qui permet quand même de voir un certain nombre de contrastes spatiaux, où vous voyez des lieux très pollués en dioxyde d'azote, par exemple la région parisienne, et des lieux moins pollués, par exemple le littoral breton, pour ne citer que lui. Alors l'échelle est un peu petite, mais vous pouvez constater qu'en 90, on estimait quand même un maximum au-delà de 80 microgrammes par mètre cube. Retenez ce chiffre. Et je tenais aussi à signaler que c'était grâce à la modélisation gazellaire que Santé publique France avait pu estimer lors de son étude d'impact le chiffre de 48 000 décès prématurés par an dus à la pollution de l'air aux particules fines. En collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle, on a pu aussi développer ce genre de carte qui représente l'estimation au plomb qu'on trouve dans l'atmosphère, essentiellement en milieu rural. C'est un dispositif que gère le Muséum d'histoire naturelle à base de biosurveillance dans les mousses. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on peut voir le même type de contrastes spatiaux avec beaucoup de plomb en région parisienne et dans le nord de la France, et beaucoup moins, par exemple, en Corse ou en Bretagne. Et ce qu'on a pu montrer, alors avec la pollution de l'air, c'est toujours un petit peu déprimant, parce qu'on trouve surtout des associations délétères. Quand on compare les plus et les moins exposés, on trouve entre 10 et 20% de surrisque. Mais ce qu'on a pu mettre en évidence, notamment dans Gazelle, c'est que cela concernait également les populations rurales. Et donc on a étudié la mortalité toutes causes confondues, et on a pu mettre en évidence également des associations pour la mortalité par cause respiratoire et cardiovasculaire. Alors ensuite, je voulais vous décrire un petit peu les résultats qu'on a obtenus sur le cancer. Donc, on a étudié majoritairement les associations entre les particules fines et le carbone suie. Et là aussi, on a pu soit réutiliser des cartes que nous ont fournies nos partenaires, soit en développer d'autres. Par exemple, cette carte-là, qui est issue de la suite de la modélisation gazellaire, qu'on a appelée un petit peu par clin d'œil Constance R, qui a été développée par la Fédération Atmo, et qu'on remercie encore une fois chaleureusement. Et ici, je vous présente la carte du dioxyde d'azote en 2016. Donc, c'est la suite de la carte que je vous ai montrée dans la diapositive précédente, donc juste 26 ans plus tard. Et ce que vous pouvez voir, c'est certes, on a encore des contrastes spatiaux assez forts, mais le chiffre ici est passé de 80 microgrammes par mètre cube à un peu plus de 25. Donc, c'est la bonne nouvelle. Quand même, on a une qualité de l'air en France qui s'améliore. On a aussi... Et ce qu'on a pu montrer, donc encore une fois, c'était certes des associations délétères. Quand on compare par exemple le surrisque de cancer entre les participants les plus exposés au carbone suie et les moins exposés, tous sites de cancer confondus, on obtient un surrisque d'environ 10% et d'à peu près 30% pour le cancer du poumon, donc ce n'est pas rien. Mais la bonne nouvelle, je vous disais que la pollution de l'air diminue. Et une étude qu'on est en train d'essayer de publier, c'est une étude qui montre que la diminution du niveau de la pollution, et notamment le niveau de particules fines, est associé à une diminution de ce surrisque de cancer. Donc c'est la bonne nouvelle. Enfin, on a commencé à développer un volet sur les associations entre le cancer et les espaces verts grâce à un certain nombre d'indicateurs, notamment un indicateur qu'on appelle un petit peu à la verdure, qui a un nom un petit peu compliqué en anglais, mais qui est capable d'estimer, c'est un indicateur compris entre 0 et 1, qui est issu d'imagerie satellite, et ça permet de savoir si autour des participants, c'est plus ou moins vert. Mais on ne sait pas de quel type de verdure il s'agit, donc pour ça on fait appel à une autre base de données qui permet d'estimer la distance, par exemple, à des espaces verts d'intérêt en épidémiologie, par exemple la distance aux espaces verts agricoles. Et dans Gazelle, ce qu'on a pu montrer, c'est que les associations entre cette verdure et le risque de cancer, c'est assez complexe. Donc on a trouvé des associations soit protectrices, soit délétères, en fonction du type de cancer considéré. Et c'est quand même assez proche de ce qui est retrouvé dans la littérature internationale. Et donc ça pose quand même des questions sur les mécanismes, et ça invite à aller plus loin, notamment dans la cohorte Constance, pour laquelle on vient d'avoir un financement sur cette thématique. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu de cognition. Donc, n'oubliez pas Claudine à midi. Donc, on a fait une étude assez intéressante
Sur les fonctions cognitives, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on commençait à soupçonner sur les fonctions cognitives et l'exposition à la pollution de l'air. Et dans Constance, on a la chance donc d'avoir un certain nombre d'expositions, notamment aux particules fines, au dioxyde d'azote et au carbone suie. Mais on a également enrichi notre base de données avec de nouvelles cartes d'exposition qu'on a développées encore une fois avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et on a développé ce type de carte sur lequel on a beaucoup communiqué avec les participants de Constance, que ce soit sur les réseaux ou par la newsletter, etc. C'est encore une fois en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle, avec un projet financé par l'ANR, qui nous a permis, en utilisant le concept de biosurveillance de la qualité de l'air par les mousses, d'établir ce genre de carte. Je vous montre ici le nickel. Alors, il n'y a pas l'échelle, mais en fait, la carte couvre toute l'île de France. Et ce que vous pouvez voir, c'est un gradient décroissant en partant du centre de Paris vers les périphéries. Vous voyez un gradient décroissant qui est en fait lié à la densité des activités humaines et la densité de population. Donc les résultats qu'on a pu montrer, c'est que quand on compare les participants les plus exposés et les moins exposés, eh bien, on trouve une moindre performance aux tests cognitifs. Cette moindre performance, c'est en fait entre 1 et 5% de différence. Donc, ce n'est pas tant que ça, mais la population d'études, donc les volontaires de Constance, comme l'avait rappelé Marie et d'autres au cours de la matinée, les participants de plus de 45 ans passent les tests, et donc c'est plus jeune que la plupart des études de la littérature internationale. Et ce qu'on a pu faire aussi, c'est regarder 3 polluants différents pour lesquels on a trouvé des associations un petit peu différentes, et voilà, ça invite à creuser un petit peu plus loin, notamment dans des études longitudinales. Et ce que je tenais aussi à dire ici, et Claudine, je parle sous ton contrôle, mais les résultats concernent surtout les tests évaluant les fonctions exécutives. Donc il s'agit des fonctions qui sont plutôt liées à la prise de décision. Et il s'agit des premières affectées lors du vieillissement cérébral. Tu me corrigeras dans ta présentation. Enfin, pour conclure sur les résultats qu'on a trouvés, eh bien, il va s'agir de santé respiratoire. Et donc, on a regardé les associations entre les mêmes polluants que pour les fonctions cognitives, à savoir les particules fines, le dioxyde d'azote et le carbone suie. Et donc, dans cette étude, on a surtout réutilisé des cartes d'exposition existantes. Et les résultats sur la rhinite, et pareil, Rachel, tu pourras me corriger dans ta présentation si je dis des bêtises. On a trouvé des associations délétères avec la prévalence de rhinite. Donc nos collègues ont quand même développé tout un tas de questionnaires pour pouvoir établir la prévalence de rhinite dans Constance. Et quand on regarde la différence, enfin quand on compare les plus exposés aux différents polluants de l'air et les moins exposés à ces mêmes polluants, eh bien, on voit un plus fort risque d'avoir une rhinite à l'inclusion dans Constance. Et quelque chose que nos collègues ont regardé, c'est également le croisement avec l'asthme. Et donc, il y a différents phénotypes qui ont pu être établis, par exemple, avec ou sans rhinite, avec ou sans asthme. Et les relations avec la pollution de l'air sont assez... nous ont un peu surprises parce qu'en fait, le phénotype rhinite actuel sans asthme actuel semble être le plus sensible à la pollution. Et on se serait plutôt attendu à ce qu'il s'agisse des gens qui avaient de la rhinite et de l'asthme actuel. Et juste pour vous donner l'information, l'association est de l'ordre d'un surrisque de 13% avec le carbone suie. Et c'est la première fois, je crois, que le carbone suie était utilisé dans le cadre de l'épidémiologie de la rhinite. Donc une étude importante. Au niveau de l'asthme, on a pu également mettre en évidence des associations délétères avec un score de symptômes. Donc c'est un score qui regarde un petit peu la sévérité de l'asthme à l'inclusion et qui compile un certain nombre de scores de l'asthme. Et on a trouvé également des associations délétères avec chaque item de ce score pris séparément, par exemple les sifflements. Et pour vous donner une idée, on trouvait un surrisque de l'ordre de 14% d'une augmentation d'un score de symptômes avec
quand on compare les plus et les moins exposés au carbone suie. Enfin, dans le cadre de la santé respiratoire et de l'environnement, se développe un projet sur les espaces verts et la rhinite notamment. Alors, le bilan de ces 10 ans de recherche en santé-environnement dans Gazelle et Constance, alors comme je vous l'ai dit, on a surtout regardé la qualité de l'air extérieur, on commence sur les espaces verts et on a surtout regardé la mortalité, le cancer, la santé respiratoire et les fonctions cognitives. Ça nous a permis d'établir des collaborations avec des partenaires qui nous fournissent des méthodes d'exposition valides et aussi de développer des méthodes d'exposition plutôt innovantes. On a pu également collecter le calendrier résidentiel de 80 600 volontaires de Constance, qui en fait une ressource assez unique, sachant qu'on peut la croiser avec toutes les autres ressources de Constance. Les études que je vous ai présentées ont pu permettre de commencer à quantifier les risques sanitaires et également de commencer à identifier des populations à risque, par exemple les populations rurales par rapport à la pollution de l'air, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Alors notre perspective, c'est d'établir, de faire de Constance un véritable observatoire national de la santé environnementale, parce que maintenant, tous les projets dont j'ai parlé et les projets qui sont en cours sur toutes ces autres expositions, les rayonnements ultraviolets, ionisants, etc., vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et donc, en fait, on ne fait que commencer la santé environnementale dans Constance. Parce qu'en plus de ces projets pour lesquels, en plus de toutes ces expositions qui sont déjà en cours d'investigation dans Constance, on peut également envisager beaucoup d'autres, des expositions à d'autres facteurs de l'environnement, par exemple d'autres polluants, par exemple les polluants organiques persistants, certains polluants émergents, par exemple les platinoïdes issus du trafic routier, mais également un projet dont je n'ai pas parlé qui concerne la téléphonie mobile, qui se fait en association avec le Centre international de recherche sur le cancer. Et également, comme Jacques le rappelait, les chercheurs sont très imaginatifs pour trouver des événements de santé d'intérêt. Et donc, au-delà des 4 thématiques que j'ai présentées, on peut envisager d'autres maladies chroniques, d'autres événements plus ou moins aigus, etc. Et l'un des buts du jeu en santé-environnement au niveau international, mais également français, c'est de passer des projets que je qualifierais un petit peu de mono-exposition, où on regarde un petit peu chaque exposition séparément. On est bien conscient qu'en fait, la population et les participants de nos cohortes sont exposés à tout cela en même temps et à des degrés divers en fonction de là où ils habitent. Et l'un des objectifs à terme, c'est de pouvoir développer une approche exposome. Donc c'est un gros mot qui signifie simplement qu'on va essayer de prendre en compte toutes ces expositions en même temps et également de manière assez longitudinale tout au long de la vie des participants. Et donc, je tenais à finir en remerciant énormément de participants, énormément de gens. Marie avait déjà commencé à remercier tous les volontaires qui nous confient les données, également les centres d'examen et de santé sans lesquels on ne pourrait pas travailler, également les équipes de Gazelle et Constance, tous nos financeurs et tous nos collaborateurs, qu'il s'agisse des scientifiques de l'environnement qui nous permettent d'estimer de façon la plus correcte possible l'exposition à divers facteurs de l'environnement, mais aussi tous nos spécialistes de santé qui nous permettent de faire des études de la meilleure qualité possible. Et merci à vous pour votre attention.